Et maintenant, pour conclure cette soirée, évidemment le clou du spectacle, je vais vous demander d'accueillir, sous un tonnerre d'applaudissements, celui qui nous a rejoints récemment, mais qui n'est autre que le Premier ministre de la République française, Monsieur Jean Castex. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs les ministres, les parlementaires, les élus, madame la maire d'Amiens, monsieur le délégué général, cher Stanislas, monsieur le président du MoDem que je viens d'écouter, cher François, monsieur le président du groupe La République En Marche, cher Christophe, monsieur le président du groupe MoDem, je crois que Patrick est là, je crois qu'aussi il y a Olivier pour le groupe Agir. Chers amis, si je ne peux être parmi vous en personne ce soir, croyez que cela n'enlève rien au plaisir qui est le mien, grâce à la technologie et dans les circonstances que nous connaissons tous, de participer à cette grande plénière d'ouverture organisée par La République En Marche à la veille d'un week-end d'échanges et de débats partout en France. Je voudrais d'emblée saluer votre délégué général, Stanislas Guerini, pour son action à la tête du mouvement et pour toute l'énergie, la combativité et le sens du collectif qu'il met dans l'exercice de sa responsabilité. J'ai, dès ma prise de fonction, établi évidemment des relations de travail avec Stanislas, mais je dois vous dire qu'elles sont très vite devenues des relations de confiance et d'amitié. Je vous remercie également d'avoir choisi d'organiser votre rassemblement annuel autour du thème « Construire ensemble la rentrée des territoires ». Vous savez combien je suis, comme vous, attaché aux territoires, parce qu'ils ont forgé notre belle histoire de France, parce qu'ils sont le cadre de la vie quotidienne de nos concitoyens, parce qu'ils sont aussi, je crois, la porte d'entrée la plus légitime, la plus humaine et partant la plus efficace de nos politiques publiques. M'adressant aux parlementaires, je veux leur dire toute ma sympathie et ma volonté d'établir avec eux, comme j'ai commencé à le faire au cours des 10 dernières semaines, des relations de confiance, de considération et de travail fructueux. Merci. Merci, cher Gilles, d'avoir porté ce groupe pendant 2 ans et merci à toi aussi d'avoir grandement facilité ma prise de fonction. Bravo, cher Christophe, pour cette élection, mais aussi à Aurore et aux autres candidats à la présidence du groupe, François, Coralie, Patrice. Félicitations également à nos 2 nouvelles présidentes de commission, chère Fadila, chère Laurence. Maintenant, place au rassemblement. Premier ministre, je revendique devant vous, mesdames et messieurs les parlementaires, l'honneur et le devoir qui est le mien d'être le chef de la majorité parlementaire. C'est la logique de nos institutions, c'est aussi la condition de la réussite et de l'efficacité de notre action commune au service du pays, dans l'absolu respect des prérogatives de l'exécutif comme de celles du pouvoir législatif. Donc je vous dis d'abord mon respect. Je mesure, croyez-le bien, les difficultés de notre mission, la mienne comme chef du gouvernement, la vôtre comme représentant de la nation. Les 600 jours que nous avons devant nous, nous allons les gérer ensemble, dans le respect des différences, mais dans un creuset commun. Le travail législatif sera marqué par cette volonté qui est la mienne, de trouver avec vous la place qui vous revient et l'écoute que l'on vous doit. Vous êtes aussi les représentants de vos circonscriptions. Et c'est sur le terrain, dans les territoires, que vivent, travaillent et parfois souffrent nos concitoyens. Il faut donc vous aider, en toutes circonstances, à bien porter et relayer les voix de ces territoires et de leurs habitants, à expliquer le sens et les résultats
de notre action commune, à agir concrètement au service des projets, des collectivités et des forces vives qui rythment la vie de ces territoires de France, en métropole comme outre-mer. Je veux nouer avec vous, mesdames et messieurs les députés, sénateurs, députés européens, un pacte de confiance, une relation apaisée et constructive, tournée vers l'avenir et consacrée aux Françaises et aux Français. Ce sera d'autant plus nécessaire, mes chers amis, que la crise est là, que la France est inquiète. Plus que jamais, comme nous l'avons fait depuis le début de l'épidémie, nous sommes en action pour protéger les Français, ce qui suppose des mesures parfois contraignantes pour prévenir la propagation du virus et agir davantage encore pour nos concitoyens les plus vulnérables, ce qui nécessite également que nous parvenions à concilier cette protection avec la reprise de la vie de la nation dans l'ensemble de ses aspects. Vivre avec le virus jusqu'à l'arrivée du vaccin pour laquelle nous sommes pleinement mobilisés. La France, soyez-en fiers, est sans doute le pays au monde qui a le mieux soutenu son économie, sauvegardé le pouvoir d'achat de ses citoyens, accordé l'attention la plus forte à ses plus fragiles. La France a mobilisé ses services publics, ceux de la santé bien sûr, mais également tous les autres, dans des proportions remarquables. La France s'est montrée solidaire et responsable. Et l'État, avec les autres collectivités publiques, a exercé tout son rôle, d'abord sous l'impulsion d'Édouard Philippe, puis sous la mienne. Notre énergie est chaque jour, avec le président de la République, mobilisée dans la gestion de la crise sanitaire au plus près du terrain. Et nous préparons également l'étape suivante, qui doit être celle du redémarrage de notre économie et de la préservation de nos emplois. La crise a démontré nos capacités de réaction et d'adaptation. Elle a, je le pense, montré aux Françaises et aux Français notre sérieux et notre souci de ne laisser personne au bord du chemin, ce que confirment clairement les comparaisons internationales. Mais mes chers amis, la crise n'a pas changé notre ADN et pas davantage nos priorités. Le plan de relance, élaboré après une large concertation à laquelle vous avez beaucoup contribué, que j'ai présenté il y a une semaine, incarne en effet cette double volonté qui est la nôtre de faire face sans délai au choc récessif créé par la crise sanitaire et de poursuivre l'adaptation de notre pays aux enjeux structurels que sont, vous l'avez dit, je vous ai écouté, la transition écologique et la construction d'une économie plus compétitive, plus souveraine et plus inclusive. Au-delà des chiffres, des actions puissantes et ciblées, je voudrais insister auprès de vous toutes et de vous tous sur quelques orientations politiques essentielles. D'abord, la mise en œuvre de ce plan représente un tournant historique pour l'Europe. Aucune formation politique, autant que celle de la majorité présidentielle, ne revendique l'Europe comme valeur cardinale de notre avenir. Nous y sommes. L'Europe, grâce à la France, au président de la République et à l'amitié très forte avec l'Allemagne, est au rendez-vous de cette crise. Toute action déployée au titre du plan de relance bénéficiera de 40% de soutien de l'Europe. Et la France va continuer à agir pour que les ressources européennes finançant les fonds européens puissent provenir de ressources propres, la taxe GAFA si importante, le mécanisme de compensation carbone aux frontières extérieures, afin notamment de ne rien faire peser sur les contribuables européens et français. Dans 2 ans, nous assurerons la présidence de l'Union. Mais dès maintenant, nous avons conquis une nouvelle fierté d'être Européens.
L'autre aspect, c'est évidemment la transformation écologique. Le plan de relance est européen, mais il est aussi et profondément écologique. Transformation de nos exploitations agricoles vers le bio, investissement dans les énergies de demain, rénovation thermique, décarbonation de notre industrie, mais aussi train, fret, véhicules électriques, vélos. Sur les 100 milliards, 30 milliards d'euros sont destinés à cette transformation essentielle partout, dans tous les territoires, au plus proche de nos concitoyens. Et le Parlement débattra en 2021 des suites à donner à la Convention citoyenne sur le climat, initiative particulièrement originale et inédite dans le moment démocratique. Nous allons aussi investir sur la jeunesse. Comme l'affirmait Emmanuel Macron dès le programme de 2017, la France est une chance et chacun doit pouvoir y tenir ses promesses. La jeunesse, avec la formation et l'emploi, est notre priorité absolue, car elle conditionne la réussite à long terme de la France. Le plan jeune déploie des mesures exceptionnellement fortes pour embaucher des jeunes et des apprentis. Ces mesures sont d'ores et déjà applicables, car il fallait aller vite pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. En plus des dispositifs mis en place, nous allons engager un nouvel effort d'ampleur exceptionnelle avec 200 000 formations supplémentaires vers les secteurs d'avenir comme la transition écologique ou les métiers de la santé. Faire plus aussi pour ceux qui ont moins, pour faciliter l'insertion des jeunes les plus éloignés de l'emploi à cause de difficultés sociales, familiales, scolaires. Le plan de relance va permettre de financer quelques 300 000 parcours d'accompagnement et d'insertion sur mesure. Les plus fragiles, les plus précaires, vous le savez, sont les premières victimes de la crise économique. Nous ne les oublions pas, comme nous ne les avons pas oubliés au plus fort de la crise sanitaire. 100 millions d'euros seront dédiés à l'humanisation des centres d'hébergement pour les adapter à l'accueil des familles. Mais nous allons aussi faciliter l'accès au logement, apporter notre aide aux familles précarisées par la crise, comme nous avons déjà commencé à le faire. L'allocation de rentrée scolaire a été revalorisée. Parce que la France pour laquelle nous travaillons, la France décarbonée, la France compétitive, la France des compétences, doit aussi être la France de la solidarité. Ce plan de relance, il veut préserver et valoriser l'investissement, l'emploi, le travail. Il est la forme adaptée à la crise de notre volonté réformatrice et transformatrice. Cette volonté, je vous propose que nous l'insufflions également à deux marqueurs essentiels de ce quinquennat au cours des mois à venir. Le premier pilier, c'est celui du renforcement du pacte républicain. Toute forme d'atteinte à la République et à la laïcité est contraire à nos valeurs les plus fondamentales. Aucune forme de discrimination et de violence ne doit être tolérée, ni celle contre les élus, qui sont une atteinte à la République, ni celle contre les citoyens, qui sont une atteinte au corps social, ni celle contre les femmes, qui sont une atteinte à notre commune humanité. Cela passe par le renforcement des moyens du ministère de la Justice, mais aussi par davantage d'effectifs de police et de gendarmerie, davantage de prévention et d'éducation. Nous agissons avec les ministres concernés au plus près des territoires, dans une logique de proximité en lien avec les élus. Jamais un gouvernement n'aura autant investi dans l'éducation et dans la recherche. Le second pilier, c'est celui de la refondation de notre protection sociale. La crise nous a montré combien notre système de solidarité nationale était notre patrimoine le plus précieux. Il est de notre devoir de le consolider alors que les comptes sociaux sont durablement affectés par la crise. Vous l'avez vu, j'ai réuni
les partenaires sociaux dès ma prise de fonction pour travailler avec eux et bâtir un agenda social pour les prochains mois. Nous avons signé l'historique accord du Ségur de la santé. J'ai également tendu la main aux représentants des collectivités locales. De l'écoute des acteurs pour un diagnostic partagé, de la volonté pour prendre les décisions qui s'imposent. Devant nous, deux chantiers essentiels, le projet de loi sur l'autonomie et le grand âge, auquel je sais votre légitime attachement, la réforme des retraites, car nos concitoyens veulent un système plus juste et plus équitable, un seul régime universel et plus de régimes spéciaux. Pour relever tous ces défis, plus que jamais, le dépassement, cher au cœur du président de la République, nous sera d'un précieux concours. J'aime beaucoup cette notion de dépassement. Elle est d'abord comme une invitation, moi qui m'occupais précédemment des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, à se surpasser, à donner le meilleur de soi-même. Mais le dépassement a évidemment une dimension politique, celle qui veut que l'union des bonnes volontés, des compétences et des ambitions collectives constitue une vision nouvelle, rafraîchie, régénérante de la vie démocratique. Celle qui sait que la recherche de l'écoute, du dialogue et du rassemblement sont les vertus premières de l'efficacité de l'action publique. Celle qui ambitionne de donner à tous et à chacun l'opportunité de s'élever, d'être considéré, d'être un citoyen à part entière, au-delà de toute considération qui nous enfermerait pour toujours dans une case ou dans un clan. Et combien, mes chers amis, ce dépassement est nécessaire en temps de crise, en ces moments de notre histoire où sont à l'œuvre les ferments de la division, du repli sur soi, du rejet de l'autre, de la recherche des boucs émissaires, de la tentation des extrêmes, du risque de déclassement et de fracturation de la communauté nationale. Oui, chacun a sa place dans notre société, chacun a sa part de responsabilité, de droits et de devoirs, chacun doit pouvoir franchir des barrières. C'est cela, au fond, le sens politique du dépassement. Ce dépassement, il repose évidemment sur le rassemblement des forces politiques qui soutiennent l'action du président de la République et du gouvernement. Ce qui passe par la création d'une maison commune et d'un intergroupe parlementaire. Cette maison commune, nous nous devons ensemble de la faire vivre, de l'élargir, de l'engager dans les échéances électorales de 2021, pour lesquelles, chers amis parlementaires, chers amis militants, votre mobilisation sera essentielle. Je le sais, beaucoup d'entre vous sont venus à la politique, au militantisme, à l'action publique, en 2017 avec Emmanuel Macron. Vous avez fait un choix de cœur et aussi un choix pour votre pays. Ah, bien sûr, vous avez été confrontés à la dureté de la vie politique, aux nécessités du compromis, aux vicissitudes de l'exercice du pouvoir, aux exigences et parfois aux contradictions de notre société, en proie au doute, à la colère, parfois à la violence dont malheureusement certains d'entre vous ont été les victimes. Mais vous êtes là, car le service de la France et des idées auxquelles vous croyez demeure au-dessus de tout. Car vous croyez à la promesse originelle d'une France plus forte, d'une France plus juste, d'une France plus solidaire. Et cette promesse, je suis ce soir venu vous dire, modestement mais de façon déterminée, que nous allons continuer ensemble à l'honorer, à la porter, à l'incarner, que nous allons poursuivre notre travail de transformation de la société, qu'il s'agisse de l'émancipation de chacun
ou de la mise en place d'une société du travail, que nous nous emploierons ensemble à recréer de la confiance et de la volonté d'agir à tous les niveaux, car c'est la clé de tout. Oui, mes chers amis, nos concitoyens, je le crois profondément, attendent cela de nous, apaiser et rassembler la société. Mais au-delà, nous devons aussi engager jusqu'au bout des réformes qui prépareront la France aux défis de demain. Nous devons nous montrer à la hauteur des circonstances. Nous pouvons ensemble être fiers de notre bilan, de notre projet, de notre mission. Le chemin ouvert par le président de la République est escarpé, il est semé d'embûches, et il n'a pas été épargné par les tempêtes. Mais ce chemin, c'est le chemin du redressement, c'est le chemin de la bienveillance, c'est le chemin du plus grand nombre, c'est le chemin de la France. Je vous remercie. Thank you.